La France a peur, les amis, parce que on va analyser ce livre. La meute enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je voulais absolument vous parler de ce livre qui est sorti le 7 mai 2025. Donc tu vois, j'ai presque 2 mois de retard, entre guillemets, mais vous connaissez la guinguette. Vous connaissez la guinguette, vous savez comment je fonctionne chez Juste Milieu. J'aime pas me lancer dans la bagarre en même temps que tout le monde. J'aime pas être dans le commentaire immédiat, tu vois, d'un truc, d'ailleurs que euh, pas beaucoup de gens ont lu, d'une certaine manière. C'est du commentaire généralisé, en réaction à ce que disent les médias mainstream, donc je trouve pas ça très intéressant. Je trouve pas ça très intéressant et j'aime beaucoup, justement, laisser passer la vague, et à partir du moment où tout le monde s'en fout, revenir avec le travail. Revenir avec le travail, avec un travail où j'ai pris du temps, où j'ai essayé d'analyser certaines choses, de prendre des notes, de machin. Et surtout, ce qui est intéressant dans le fait de laisser passer la vague, c'est de voir ce qu'il y a derrière la vague. C'est-à-dire quelle continuité il y a. Aussi bien dans ceux qui ont fait un commentaire, qui ont poussé des cris d'orfraie en disant mon Dieu, quel sujet, c'est scandaleux, vous vous rendez compte, il s'est passé telle ou telle chose. Et puis en fait, une semaine après, tout le monde n'en a plus rien à foutre. Alors que si c'était réellement un scandale, on poursuivrait le sujet. C'est normal, tu vois. Donc tu as ce côté-là, et puis tu as aussi le côté des médias mainstream où tu te rends compte que ils ont relevé certains éléments spécifiques, ils ont créé la polémique sur ces éléments-là, et la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les éléments retenus ne sont pas les pires. Généralement, ils ne sont pas les pires. Et que quand tu creuses, quand tu lis vraiment le bouquin en détail, que tu fais attention, tu te rends compte que ce qui a été relevé, c'est loin d'être le pire. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec ce bouquin La Meute, j'ai attendu et j'étais vraiment très content parce que j'ai découvert des choses en me disant ils les ont peut-être laissé passer volontairement. Donc j'insisterai sur ces deux affaires parce que je trouve ça gravissime et le livre a au moins le mérite de révéler certaines choses. Même si la plupart des choses sont des affaires que l'on connaît déjà et qui arrivent à point nommé. Bien sûr que c'est un livre à charge, bien sûr qu'il y a une volonté politique contre la France insoumise, on est d'accord. Mais ça ne suffit pas à décrédibiliser ce bouquin. Parce que en face, il y a eu des réactions des cadres de la France insoumise qui ont dit que c'était une attaque de la meute médiatique, donc ce que je vous dis là, qui l'ont écarté d'un revers de la main en disant de toute façon, il y a une volonté de s'en prendre à nous, de toute façon, ce sont des ragots et des mensonges. Hein, Mathilde Panot, Manuel Bompard ont parlé de ragots et de mensonges. Vu ce qui est dit, et je vous en parlerai dans quelques instants, vu ce qui est dit, il s'agirait de porter plainte en diffamation, parce que c'est très grave. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de plainte. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, dans un meeting à Aubenas le 13 mai, a parlé de gens dégénérés pour qualifier les journalistes. Hein. Donc chacun appréciera. Sur la déclaration de Mélenchon, je vous la montre, hein, qui est les sources. Il a qualifié les deux auteurs du livre de gens dégénérés, les accusant d'avoir relu et réinventé la vie privée des dirigeants insoumis. Livre que Mélenchon dit ne pas avoir lu. C'est Le Figaro, hein, qui en parle, donc pour vous montrer des sources. Donc, les rappels sont faits. Les rappels sont faits, on peut décoller. Vous avez compris ma démarche qui est de lire ce bouquin une fois que la vague est retombée, une fois que tout le monde s'en fout, de voir ce qu'il y a dedans, de voir si ça valide telle ou telle explication, et de faire un vrai travail de lecture. Moi, je m'en fous de taper sur telle ou telle partie, vous connaissez la maison, chacun son tour. Je me farcis Macron, je me farcis ça. Je peux vous dire que d'ici 2 semaines, je vais vous proposer une analyse sur la biographie de Bardella, que je suis en train de me tartiner. Donc le but, c'est de tabasser tout le monde, et on se régale. Un peu les morceaux que je vous ai sélectionnés, et à la fin, il y aura une analyse un peu plus générale. Sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment au cœur du livre. On apprend beaucoup de choses sur sa trajectoire. C'est pour ça que je vous invite à lire ce livre, parce qu'il y a des choses à charge, mais il y a des choses très intéressantes sur le parcours de Jean-Luc Mélenchon. On rappelle qu'il commence à la fin des années 70 sénateur PS, aux côtés de gens comme Hollande, Jospin et compagnie. Hollande qui va le trahir lourdement, ce qui explique d'ailleurs la détestation entre les deux hommes. Et on comprend mieux en fait la trajectoire de Mélenchon, on comprend mieux ses immenses qualités, on comprend mieux son talent de tribun, on comprend mieux sa parano, aussi une forme de paranoïa parce que il a été trahi plusieurs fois, donc c'est quelque chose qui redoute lourdement, voilà. Et sur la personnalité de Mélenchon, un truc qui a été souvent dit sur ce bouquin La Meute, c'était ouais, en fait, vous allez découvrir que la France insoumise, il y a un comportement sectaire. Alors
Ça, je vais le balayer d'un revers de la manche immédiatement, cet argument, parce que c'est pas du tout ce qui m'a intéressé dans le livre, parce que c'est le principe même d'un parti politique qui a une tête forte. Le principe même, c'est d'avoir un comportement sectaire. Genre, à un moment donné, pour le coup, il y a des attaques sérieuses sur la France insoumise, j'y viendrai, mais pour le coup, il y a des trucs bidons. Et vraiment, le fonctionnement sectaire, tu te dis, quand ça vient de macronistes qui se sont mis dans les pas d'un mec qui avait mis ses initiales pour nommer son parti politique, bon, reprocher à la France insoumise d'avoir un comportement sectaire, faut peut-être pas déconner, tu vois. Donc tous les partis politiques ont un fonctionnement sectaire. Faut pas déconner, c'est comme ça que ça marche. Quand vous vous rangez dans les pas d'un individu, femme ou homme, évidemment que ça devient sectaire. Évidemment qu'il peut y avoir des dérives. Donc c'est ridicule de s'arrêter à ça. Pour comprendre un peu la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, il y a certaines choses plutôt négatives, certaines choses positives. On commence avec un truc un peu négatif, assez anecdotique, mais qui en dit long aussi sur la volonté d'être un peu le leader maximo, on va dire, du parti. Voilà, tu vois, je vous montre, j'ai pris mes petites notes, mes machins, mes bidules. Je vous lis des passages pour vous faire une idée. On peut lire, hein, lors d'un déplacement à Bruxelles en juillet 2023 au Parlement européen, hein, ça ne s'invente pas. Autour de l'insoumis, son équipe s'affaire au garde à vous, sans cesse tendu par la peur de faire une erreur, et il ne faut rien oublier. Déposer le petit paquet de fraises tagada dans sa loge, organiser le déroulé de la journée pour lui permettre de faire une sieste, tenir les curieux à l'écart. Et quand il faut lui annoncer un changement qui pourrait l'irriter, tout le monde se défile. Non, vas-y, toi, dis-lui, toi. À côté de Mélenchon, ce ne sont plus les mêmes, raconte le même élu. C'est perturbant car ce sont des gens intelligents. À 74 ans, l'insoumis en chef vit désormais entouré d'une cour, assisté dans la moindre tâche de son quotidien. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité, il ne va même plus acheter son pain, raconte son amie d'enfance Hélène Franco. Il ne s'occupe de rien de concret, jamais. On lui achète ses billets de train, on le conduit. À part les militants et les cadres, il ne voit personne. Donc, plutôt léger, plutôt anecdotique, mais pour expliquer que Mélenchon est un roublard de la politique, est un vieux routier, qui en a vu d'autres, et il y a ce comportement de quasi-monarque qui lui ressemble bien au sein de la France insoumise. On a un autre élément, donc tu vois, donc en page 61 à 67, donc je donne le repère pour ceux qui ont déjà lu le livre, et je vous invite à le lire une fois de plus, les amis. Hein. On n'est pas chez BFM, on n'est pas chez CNews, on se contente pas de parler d'un livre parce qu'il tape sur un parti politique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On essaie de faire le travail. J'ai juste au milieu de faire ce travail-là, et si le bouquin vous intéresse, n'hésitez pas à le lire et aller au-delà de la vidéo que je vous propose là, c'est très important. Page 61 à 67, je vous invite vraiment à lire ça parce que on comprend le lien très fort, très personnel, qui a pu lier Jean-Luc Mélenchon à François Delapierre. François Delapierre, qui est l'un de ses plus vieux compagnons de route, l'un des principaux théoriciens du parti politique, du projet politique de Jean-Luc Mélenchon. On parle souvent d'Alexis Kohler comme le cerveau droit d'Emmanuel Macron. On peut estimer qu'il y avait le même lien entre François Delapierre et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était vraiment un personnage dont il était très 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 proche, malheureusement décédé en juin 2015. Et le bouquin nous explique bien, et ça fait partie des éléments très intéressants pour mieux comprendre Jean-Luc Mélenchon, le bouquin nous explique bien à quel point la disparition de François Delapierre a été un drame et un choc pour Jean-Luc Mélenchon, qui depuis a été dans une forme de radicalisation politique, j'entends, évidemment, et que ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon et dans la naissance du projet politique un an après, qui était celui de la France insoumise. D'autres éléments un peu plus rudes, on va dire, pour comprendre les façons de faire de Jean-Luc Mélenchon, sur les humiliations que subissent certaines têtes d'affiche de la France insoumise. C'est-à-dire que on sait que Jean-Luc Mélenchon peut parfois avoir des réactions un peu rudes, on va dire. Hein, la République, c'est moi, tout le monde s'en rappelle. Ben, même avec ses sbires les plus proches, il y a des choses assez curieuses. Je vous lis page 151. 2 ans auparavant, en 2017, donc on parle de Manuel Bompard, hein, 17 insoumis sont devenus députés. À l'Assemblée, ils forment un commando soudé qui multiplie les coups d'éclat. Bompard, qui a échoué au second tour des législatives dans la 9e circonscription de la Haute-Garonne à Toulouse, les observe de loin, frustré de ne pas en être. Surtout, 2 ans plus tard, Mélenchon lui fait porter le poids du mauvais résultat des européennes, 6,30%. Dans les couloirs du Parlement européen, l'ex-porte-parole des Verts Stéphane Paucrin, qui travaille alors avec l'eurodéputé écologiste David Cormand, croise le chef insoumis et son second. Ah, lui, c'est le meilleur des insoumis, car il sait obéir, lance Mélenchon à Paucrin, qu'il connaît depuis l'Essonne, avant de se tourner vers Bompard, cassant. Toi, achète-toi un cerveau. Donc c'est comme ça que Mélenchon peut s'adresser à ses proches, et notamment à des cadres de la France insoumise, en l'occurrence Manuel Bompard. Bon,
Ceci dit, on l'attaquera pas pour fake news. Hein, voilà, non mais... Voilà. Bon. Merci à JF Zaza pour le sub 20e mois, merci beaucoup. Dans la foulée, page 152, on a, tu vois, comment dire, la réaction, en fait, des membres de la France Insoumise qui ont enraciné, qui ont intégré ce fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon. Je vous lis. Quand on a eu des responsabilités, on les assume, évacue Bompard. Les européennes ont été un échec politique, tout ne pouvait pas continuer comme avant. Sans le bannir, Mélenchon l'éloigne. Quelques années plus tard, lorsque Daniel Simonet lui montre les messages brutaux que lui envoie Mélenchon, Bompard lui répond en haussant les épaules. Moi aussi, il m'a fait ça. Donc, si tu veux, c'est une forme de fonctionnement. C'est une forme de fonctionnement courant. Alors, là encore, c'est pas à charge pour la France Insoumise, je veux pas les défendre, j'en ai absolument rien à foutre, je suis là pour faire mon travail. On se doute que ce genre de fonctionnement un peu rude existe dans bien des partis politiques et que Mélenchon n'a pas le monopole de la saloperie, pour le dire autrement. Ceci dit, quand vous parlez d'un parti politique qui a érigé, par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes dans la société, et que en interne, les députés, en tout cas les membres de la France Insoumise, ont intériorisé ce genre d'abus, parce que c'est Daniel Simonet, qui est une femme, hein, qui reçoit des messages brutaux. Bon, bah, tu te rends compte que là, on rentre sur un autre niveau de problème. Que c'est ce genre de comportement, et on les rejette, et évidemment, c'est scandaleux dans tous les partis politiques, qu'on soit bien d'accord, mais quand tu essaies de faire un programme politique autour de ça, autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment, bah, c'est un petit peu compliqué. De donner des leçons alors que toi, tu autorises ton chef à plume à faire ce genre de choses, c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat. On continue sur un comportement pareil, alors qui est relayé par Georges Kuzmanovic, qu'on salue, qu'on embrasse, ancien membre de la France Insoumise, qui a quitté pour créer son projet politique, souverainiste, on le salue, on embrasse, République souveraine. Attends, oui, c'est ça, hein. Je veux pas dire de conneries. J'ai un doute sur le nom. Oui, c'est ça, République souveraine de Georges Kuzmanovic, c'est ça. Un témoignage qui est donné par Georges Kuzmanovic dans le livre, là encore, page 177, pardon. Donc c'est lors d'un déplacement à la fête de l'UMA en 2019. En 2011, en septembre 2011. Georges Kuzmanovic est dans l'équipe de sécurité de Mélenchon. Et le livre raconte ceci. Quand un petit groupe de jeunes, un brin excité et vraisemblablement éméché attire son attention, les gros bras se resserrent autour du candidat pour éviter l'incident. Kuzmanovic tente de le retenir d'aller à leur rencontre. Il raconte « Il voulait pas qu'on le retienne, ça l'a énervé et là, bam, il me met un coup de genou dans les couilles. » Voilà. Donc Mélenchon, avec l'adrénaline du moment, peut aller jusqu'à des coups portés sur des gens de son entourage. Pourquoi pas ? On avance encore un petit peu sur la personnalité de Mélenchon, qui est une personnalité contradictoire. On ne va pas refaire tout le chapitre. Et je pense que là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord, notamment dans ses évolutions politiques, mais d'autres contradictions aussi. On a, page 49, un élément que je trouve très intéressant sur le passif de Jean-Luc Mélenchon quand il était encore dans la famille du Parti Socialiste, où tu comprends... jusqu'où peuvent aller les contradictions politiques assumées de Jean-Luc Mélenchon, qui a érigé la contradiction en art de la politique. Je vous lis. C'est un autre Mélenchon obséquieux, mielleux, que la bande de l'Essonne observe. Donc, la bande de l'Essonne, c'était des cadres du PS à l'époque. Il admire les gens qui arrivent à gagner, résume Marie-Noëlle Lindemann. Il ne reniera jamais Mitterrand et Jospin, ni quand le premier opère le tournant de la rigueur, ni quand le second affirme en pleine campagne présidentielle de 2002 que son projet n'est pas socialiste. Ce soir-là, Mélenchon est devant France 2 avec Éric Benzekri. Par ailleurs, Éric Benzekri, c'est le scénariste de la série Baron Noir, pour la petite anecdote. Et d'autres qui protestent. Le ministre, lui, s'agace surtout du manque d'attention de ses camarades. « Ne vous inquiétez pas, je suis dans sa tête », répète-t-il à tous ceux qui émettent des doutes sur la voie empruntée par le candidat du PS. Donc, Mélenchon a toujours été au clair avec ses contradictions, même quand le Parti Socialiste restait un parti, mais abandonnait ce qu'il avait de socialiste. Autre contradiction, alors celle-là, elle est belle, parce que celle-là, elle pourrait revenir dans le museau de Mélenchon à tout moment, et c'est là qu'on arrive dans les dossiers un peu rudes de ce livre, et qui, à mon goût, n'ont pas été assez relevés, curieusement, quand il y a eu toute la polémique autour du livre La Meute. Je vous lis page 55.
Puisqu'il paraît que les ennemis de nos ennemis sont des amis en 2008, il va se lier d'amitié avec les trublions de la droite dure. Une opération restée secrète jusqu'à ce jour et pour laquelle lui seul est à la manœuvre, visant à affaiblir le Parti socialiste qu'il honnit toujours plus. Cet automne-là, il rejoint l'un de ses nouveaux amis qui fête ses 50 ans, un certain Éric Zemmour. Eh oui, hein, tu sais, quand il s'engueulait, tu te rappelles, en fait, Mélenchon, à un moment donné, il en a fait une stratégie politique. Je continue. Celui qui est alors journaliste au Figaro et polémiste du petit écran, tendance droite décomplexée, a vu les choses en grand. En bon admirateur de Napoléon, il a réservé l'ancienne résidence de l'impératrice Joséphine, la petite malmaison à une quinzaine de kilomètres de Paris. Les invités sont même accueillis par un personnel déguisé en grenadier de la garde impériale, redingote bleu et blanc aux épaulettes rouges. Tout le gratin de la droite s'y presse, mais aussi les socialistes Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Luc Mélenchon, ravis d'être de la partie. Et il y a encore autre chose. Quelques jours plus tard, le 28 octobre 2008, c'est avec Patrick Buisson, décédé en 2023, autre figure de la droite et de l'extrême droite et conseiller du président Sarkozy, qu'il déjeune dans un café du boulevard Saint-Germain à 2 pas de Solferino, le siège du PS. Mélenchon lui confie qu'il va prochainement claquer la porte du parti. J'ai pour les socialistes le plus grand mépris, éructe-t-il dans le calme feutré du bistrot. Je vais me barrer, je vais créer ma Linke, le parti allemand, la gauche qui a fait scission avec les sociaux-démocrates. Les deux hommes signent un accord qui ne dit pas son nom pour torpiller à feu nourri, chacun de son côté le PS. Ils vont me couvrir de crachats, ils vont faire en sorte d'éteindre la lumière. Vous avez un boulevard devant vous, mais vous avez aussi besoin d'organiser votre opposition, explique l'homme de gauche à celui qui écrivait auparavant dans Minute, le journal d'extrême droite. On n'est pas dans la révélation de ce fameux événement, la ambiance Napoléon pour l'anniversaire de Zemmour, on le savait. On n'est pas dans la révélation pure. Mais ce qui est très intéressant, c'est de le remettre sur la table. De le remettre sur la table parce que plus le temps passe, plus Mélenchon devient hargneux, plus Mélenchon déteste la contradiction, déteste ces révélations-là, et justement, il faut les faire. Il faut les remettre sur la table, parce que ça n'est pas parce que ça a déjà été dit qu'il faut l'oublier, en disant non, mais c'est bon, on le sait, il n'y a pas de problème. Ce genre de contradiction majeure, où Mélenchon, parce que l'anniversaire de Zemmour, en vérité, on s'en fout, c'est anecdotique, mais le plus important, c'est de comprendre à quel point la trahison a été érigée en art de la politique chez Mélenchon. Et la trahison est aussi le fait de se mettre dans le rôle de la victime pour s'attirer les voix. C'est-à-dire, c'est pas le parti, c'est pas moi qui ai trahi le Parti socialiste, c'est le Parti socialiste qui m'en veut pour telle ou telle raison. Et donc d'instrumentaliser des causes, d'instrumentaliser des combats pour être toujours dans le sens du vent. Mais regardez la position de Mélenchon sur la Palestine. Il n'a jamais eu le même engagement qu'aujourd'hui. Alors évidemment, on peut changer d'opinion, on peut muscler plus ou moins des combats politiques, mais Mélenchon n'a jamais été aussi rude que depuis qu'il est autour de Rima Hassan. Donc, on voit bien que ce mélange de trahison, ce mélange de victimisation, ce mélange d'opportunisme est au cœur de la recette de Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a quelques autres petites contradictions, tu vois, rapidement, parce que ces affaires-là, pour le coup, on les connaît beaucoup plus. Tu vois, il y a les dossiers Chikirou, page 104. Je vous lirai pas l'extrait parce que ça, pour le coup, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Mais tu vois, page 101, il y a une pratique un petit peu oubliée. Hein, on a beaucoup parlé de l'affaire des assistants parlementaires du RN, à raison, et évidemment que c'est un scandale, et évidemment qu'ils doivent être condamnés. Mais tu vois, Jean-Luc Mélenchon, il a aussi une pratique assez intéressante, je vous lis, page 101. Pour la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à peine 8 000 € en salaire et autres cotisations patronales, quand les autres candidats déboursaient, eux, entre 1 et 2 millions d'euros chacun. Ce chiffre, il est tiré des milliers de pages qui composent la procédure liée à l'affaire des comptes de la campagne 2017 que nous avons épluchée. L'enquête judiciaire raconte le fonctionnement financier de LFI, une machine au rouage bien huilé, un portefeuille solidement verrouillé par Jean-Luc Mélenchon et ses aides de camp, économes voire avares. Le candidat LFI n'aime du reste rien tant que ce qu'il dénonce ailleurs, le libéralisme et plus particulièrement l'ubérisation. Pour la présidentielle de 2017, il a massivement eu recours à la sous-traitance en recrutant plusieurs de ses lieutenants sous le statut d'auto-entrepreneur. Au total, plus d'une dizaine de membres de l'équipe de campagne ont été rémunérés ainsi via des sociétés unipersonnelles. Clémence Guettet, l'une des nouvelles figures du mouvement de députés, a ainsi émis 8 000 € de factures en tout genre pour la campagne. Antoine Léaumont, chargé des réseaux sociaux à l'époque, est lui aussi devenu parlementaire, 4 050 €. Juliette Prados, l'une des communicantes historiques de Mélenchon, près de 10 000 €.
Porte-parole de la campagne, Alexis Corbière a lui touché 28 700 € d'honoraires. Relations avec la presse, services informatiques, rien n'échappe à l'ubérisation. Christian Marr, le secrétaire général de la campagne, va ainsi créer sa société de conseil Christian Marr Consultant Conseil et faire payer ses services aux candidats dont il s'occupait au jour le jour. L'objet de ces factures, mission relative à la candidature de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la campagne présidentielle, sans autre précision. Le montage permet d'exonérer des cotisations sociales la structure à qui l'on facture. Une pratique pas illégale, d'autant plus étonnante pour l'homme de gauche qui l'avait dénoncé avec force en 2016, comme le statut d'auto-esclavage. Je supprimerai également le statut d'auto-entreprise, arnaque de première grandeur, promettait-il déjà à nos confrères du Parisien le 10 mars 2012. Donc ça pour moi, tu vois, c'est l'exemple parfait de ce qui devrait décrédibiliser dans un monde normal tout candidat politique. On est vraiment au niveau, tu vois, du droitard, tu vois, du candidat d'extrême droite qui passe sa journée à dénoncer l'immigration férocement, avec un racisme latent, et qui embauche une nounou sri-lankaise, tu vois, au black. On est vraiment au même niveau. On est vraiment au même niveau. Je trouve que c'est un comportement, un fonctionnement renseigné qui devrait très clairement valoir une décrédibilisation à vie de Jean-Luc Mélenchon. Quand tu tombes dans ce genre de contradiction, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça évidemment scandaleux. Et cette ubérisation de la campagne présidentielle de 2017, c'est complètement dingo. Et il n'y a pas besoin en fait de faire de grands raisonnements parce qu'on est sur une contradiction factuelle, sur quelqu'un qui va instrumentaliser la cause avec des choses que lui-même n'applique pas. Et je trouve ça assez terrible. On a quelques petites pépites. Alors, toujours, hein, tu vois, on n'aime pas le capitalisme, mais quand même, page 47, on apprend que tu as un petit tour de passe-passe, là encore, hein, que Mélenchon n'est pas le seul à avoir fait, mais je vous lis. Chaque univers a mis au point son système de financement. Chez Julien Drey, donc à l'époque, hein, on appelle ça le couscous, de la semoule avec des chèques dans tous les sens, des petites sommes auxquelles personne ne comprend rien. À Mélenchon, la SCI. Terrorisé par les affaires de détournement d'argent public, toujours très précautionneux, il sait toutefois mettre à profit le cadre légal. Ainsi, grâce au prêt à taux zéro que lui accorde le Sénat, il achète une permanence et rembourse chaque mois son crédit avec son enveloppe de frais de mandat. À la revente, la plus-value est pour lui, une pratique contestée mais alors autorisée, l'argent au service de la cause. Tu vois, le genre de petit tour de passe-passe, toujours sympa, qui fait plaisir. Alors, il y a l'affaire, page 103-104, hein, de Manuel Bompard et sa compagne, qui ont touché un peu de pognon. Je vous la passe, voilà, ça c'est pour ceux qui liront le livre. On a les prémices de l'affaire Quatennens, une petite déclaration sympa, tu vois, page 162. Tu comprends un peu les méthodes. On peut lire « Quoi, t'aimes pas la baston ?» s'étonne ainsi Adrien Quatennens quand l'écologiste Sergio Coronado, qui les a ralliés en 2017, explique y être réfractaire. Pendant la campagne de 2022, Mélenchon lui-même conseille à une bande de jeunes insoumis « Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher manu militari. » Après, on s'étonne d'avoir des Raphaël Arnaud fichés S parmi les députés LFI. Par contre, on arrive sur les affaires graves, sur les affaires lourdes, sur les affaires sérieuses et qui m'ont vraiment étonné parce que, curieusement, ça a été très peu relayé. Et là, je voulais vraiment prendre le temps de vous en parler. La première, c'est encore sur l'affaire Quatennens, page 240-241 pour ceux qui veulent la ref. Et on comprend que tout ce qui a été dit par la France Insoumise depuis un bout de temps n'est pas la version officielle de chez Officiel. Et ça complique le problème, ça complique la situation. Je vous lis, page 240. En août 2020 déjà, l'entourage d'Adrien Quatennens s'inquiète de savoir si tout va bien en dehors de la politique. Il y a des détails qui ne trompent pas, comme cette interview de fin d'été donnée sur France Inter, au lendemain de la pandémie du Covid. Le talentueux bute sur les mots, bafouille ses réponses, une catastrophe. Je t'ai senti un peu fatigué, t'as pas pris de vacances lui écrit Laurent Matechko dans la foulée de l'émission. Quatennens décroche alors son téléphone et lui confie que ces derniers mois de confinement ont été compliqués. Il a rencontré une autre femme. Tu vas tout faire exploser, le prévient Matechko, qui lui rappelle sa vie de jeune père et celle d'homme public qui se crée une destinée. Nombre de ses camarades mis au courant lui intiment alors de faire attention, mais Quatennens a des étoiles plein les yeux. Pendant plusieurs mois, il s'éloigne un peu plus du domicile conjugal. Elle a tenu le choc seule, avec une gamine de 6 mois dans les bras. On l'aidait à faire ses courses, à se débrouiller, raconte un intime de Céline Quatennens. Elle réclame le divorce à plusieurs reprises, mais il s'y refuse, revient auprès d'elle.
La stabilité d'un couple n'est pas une affaire anodine dans un parcours politique, il le sait. Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle, reconnaîtra-t-il publiquement, admettant lui avoir saisi le poignet et pris son téléphone lors d'une autre dispute. Je suis un homme de dialogue, je ne suis pas un homme violent, se défend-il. Ces derniers mois passés ensemble, entre 2020 et 2022, auront été d'autant plus difficiles pour Céline Quatennens. Il lui envoie de très nombreux messages, trop nombreux. Il n'y a pas que ce fait de violence, quand vous fouillez systématiquement le portable de votre conjointe, que vous contrôlez ses achats, c'est une autre forme de violence qui s'appelle du harcèlement moral, affirme-t-on dans l'entourage de l'ex-épouse du député. Après la première main courante qu'elle dépose début septembre 2022, le parquet de Lille ouvre une enquête pour des faits de violence conjugale à l'encontre de Quatennens le 19 septembre. Donc, sur Adrien Quatennens, qu'est-ce que ça nous dit? Là encore, doucement les grognons qui vont me dire « Ouais, on savait tout ». Ben, en l'occurrence, non. En l'occurrence, non, parce que ce qu'on apprend avec les révélations de ce livre, alors, à chaque fois, hein, sous réserve de, hein, c'est pas la vérité absolue non plus, je vous parle de ce livre parce que je l'ai lu, ce qu'on apprend, c'est que non seulement Quatennens, alors on parle d'un sujet intime et personnel, on va pas distribuer de leçons de morale, chacun gère sa vie perso et conjugale comme il l'entend. En l'occurrence, vous avez quelqu'un qui a trompé sa femme, d'après ce qui est dit dans le bouquin, qui a trompé sa femme, qui ensuite a eu des comportements de harcèlement moral, en tout cas c'est qualifié comme tel dans le livre, à être en permanence sur le téléphone, des trucs comme ça, ce qu'on avait pu entendre, et après il l'a frappé. Alors dans un contexte de violence mutuelle, si vous voulez. Si on met tout à plat, vous avez des membres de la France Insoumise qui savaient tout depuis le début et qui ont quand même géré la campagne de com en disant non, mais en fait c'était des faits isolés dans un contexte de violence mutuelle. En fait, c'est une affaire qu'ils connaissaient depuis des mois, voire des années. Et là, tu comprends la logique de stratégie de communication de la France Insoumise où à chaque affaire, ils ne peuvent pas ignorer les choses, on le sait très bien. L'affaire Chikirou, les histoires de pognon, où c'est la société de Chikirou qui facture la France Insoumise dans des montants excessifs voire abusifs, ils le savent tous, il n'y a pas de secret. Donc ils sont en permanence dans la gestion de crise. Et sur l'affaire Quatennens, ils sont allés jusqu'à instrumentaliser une affaire de violence conjugale, pour un parti qui prétend lutter contre les violences conjugales. Fin de la blague, fin de la supercherie. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. Et une autre affaire sur laquelle, pour le coup, les médias mainstream et alternatifs, en tout cas très peu de médias, ont poursuivi, et je trouve ça scandaleux, parce que normalement, ce monsieur devrait au moins être sous le coup d'une plainte, et à minima être dégradé de son statut de député, hein, ça c'est à peu près évident. Delogu. Sébastien Delogu. Alors c'est vrai qu'il est con comme un manche de pelle, on a envie de dire c'est rigolo. Mais en fait c'est pas que rigolo. Sur Delogu, voilà ce qu'on apprend, les comportements du mec en coulisses. Je vous lis page 253. Le député, lui, se repaît de sa nouvelle notoriété. À qui veut l'entendre, il se vante de collectionner les femmes, il reçoit des messages privés de tous les côtés, des meufs de la télé-réalité, des Russes, ça rend dingue, raconte un ancien proche. Certains l'ont mis en garde. Arrête avec les réseaux, il y a trop de nanas autour de toi, ça va te péter la gueule. En ville, on l'aperçoit souvent entouré de quelques groupies qui militent pour lui. C'est un dragueur, résume une jeune insoumise engagée à Marseille. Il aime les femmes un peu trop, il te rentre dedans, il teste. En 2022, pendant la campagne présidentielle, des salariés et des militants du siège se plaignaient parfois de son comportement. Certains dénoncent des méthodes de charreau, un charognard qui court après les femmes, parfois prêt à tout comme ce jour où Nihal Noui le rencontre. La jeune femme qui vit à Vienne dans l'Isère a perdu son frère, mort dans un règlement de compte lors d'un week-end à Marseille, il y a bientôt 4 ans. Depuis, l'enquête patine. Mais Delogu, qu'elle rencontre par l'intermédiaire d'une association de familles de victimes, lui aurait murmuré ce jour-là « Je sais qui a tué ton frère, je peux te le dire. J'étais choqué, il est député, comment peut-il connaître ce genre de milieu ?» interroge-t-elle aujourd'hui. « Je veux savoir, lui répond-elle immédiatement. Là, j'ai pas le temps, mais t'es sur les réseaux, écris-moi, je te répondrai, lui aurait promis l'élu. Lorsqu'elle le contacte, Delogu élude. J'ai des enfants, je ne peux pas me mêler de ça. En revanche, à en croire son récit, Delogu l'aurait invité à prendre un verre. Ça m'a dégoûté, ça fait 4 ans qu'on attend, raconte la jeune femme. Dès le début, je l'ai senti bizarre, mais je lui ai fait confiance, il est député. Cette chienne, alors désolé, je vais dire des gros mots, hein. Là, si je lis un livre, hein, c'est pas moi. Hein. Cette chienne, cette pute, peut-il les recruter pour désigner des femmes? Des trucs que je n'ose même pas dire. À la fin, j'avais l'impression que c'était normal, raconte un militant marseillais. Cette salope, je vais la faire violer. Se serait-il emporté un jour devant la militante Katia Yacoubi au sujet de Lise Maillard dans un moment de tension? Donc, Delogu, ouais, ok, on a envie de se moquer de lui, Delogu, c'est rigolo. Mais, je vous l'annonce, mais je parie l'apéro, ma main à couper, qu'il va y avoir un scandale Delogu dans quelques mois. Il va y avoir un scandale d'une affaire de trop, d'une militante
et ou d'une femme qui va attaquer Delogu en justice, ça va faire un scandale dans les médias et vous allez voir la France insoumise, les cadres médiatiques de la France insoumise qui vont monter au créneau pour nous expliquer que non, vous n'avez pas compris ce que vous avez compris. Je vous parie ce que vous voulez, qu'il y a une affaire Delogu en approche. Ça, c'est une chose, c'est une première chose sur une situation potentielle. Mais aujourd'hui, au sein de la France insoumise, en tout cas, c'est ce que dit ce livre. C'est pour ça que je disais au tout début de la séquence, la France insoumise devrait attaquer en diffamation ce livre. Si ce sont des conneries, il faut attaquer en diffamation. Parce que c'est très grave ce qui est dit. Non seulement par rapport à Delogu, mais par rapport au silence des membres de la France insoumise autour de Delogu. Qui, si ces cas sont vrais, voilà, je prends les pincettes parce que je me base sur ce bouquin, mais c'est pas parole d'évangile. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait attaquer en justice. Vous avez la France insoumise qui garde le silence sur des comportements de violence faite aux femmes. Et c'est ce parti qui vient vous faire des leçons en permanence sur le bon comportement à avoir auprès des femmes. Ces gens-là gardent le silence. Si ce qui est dit est vrai, c'est un comportement de salaud, qu'on soit clair. Hein. Et ils gardent le silence, femmes comme hommes. Parce que là encore, avec ce qui est raconté, vous n'allez pas m'expliquer que même les femmes de la France insoumise, qu'elles soient députées ou militantes, ne sont pas au courant. Donc, je pense sincèrement, c'est hypothétique, mais je pense sincèrement qu'il va y avoir une affaire Delogu. Il va y avoir une affaire Delogu. Et je pense que aujourd'hui, si ce qui est dit est vrai, et d'ailleurs, on l'avait vu chez les écolos avec l'affaire Bayou, et on l'avait vu chez la France insoumise avec l'affaire Quatennens, ils sont capables de garder le silence pour ne pas mettre un collègue dans la merde, quitte à renier tous leurs combats idéologiques. Donc c'est dire à quel point on est sur un cynisme terrible. Je pense sincèrement que ce qui est dit dans le bouquin est vrai. C'est mon avis, voilà, en toute subjectivité. Je pense que ce qui est dit est vrai. Et qu'il va y avoir une affaire Delogu bientôt, et que la France insoumise explosera à force de ce genre d'affaires. Parce qu'ils ne sont plus crédibles. Ils ne sont plus crédibles, et voilà pourquoi d'ici 2027, je pense que ça va leur péter la gueule. C'est aussi la proximité avec 2027 qui fait que, je me permets de vous dire, de manière hypothétique, que ce genre de scandale va se multiplier. Parce que le système a intérêt à ce que la France insoumise se pète la gueule. Donc il va falloir faire sortir ce genre de choses, et ça devrait taper sur Delogu. On en reparlera les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas beaucoup d'analyse générale pour conclure cette séquence, et après je prendrai toutes vos questions et on papote ensemble les amis. Je pense que, je vous l'ai dit, hein, il y a des rappels nécessaires, je l'ai fait au début de l'émission. Ce qui est reproché à Mélenchon et à la France insoumise peut être fait à d'autres politiciens, mais notre vie politique est devenue une course à qui sera le plus gros salaud. Donc moi je fais ce travail indépendamment, parti par parti, personnalité par personnalité. Je ne suis pas dans la comparaison. Je suis dans le fait de vous dire qu'il y a des choses que je trouve scandaleuses dans ce bouquin et que j'avais envie de vous en parler. Et je ne fais pas ça pour défendre tel parti ou pour en mettre dans la gueule à tel parti. Je m'en fous complètement. C'est pas ça. Et tout ça pour dire que une cause politique ne permet pas tout. Et que quand on voit ça, on peut aimer Mélenchon, on peut voter pour l'idéologie de Mélenchon. Il y a des choses qui, si on adhère à l'idéologie de Mélenchon, notamment sur la question des violences faites aux femmes et compagnie, on ne peut pas tolérer ça. Donc, c'est un livre qui devrait alerter non pas les ennemis de la France insoumise, parce qu'il leur en faut pas grand-chose pour taper sur la France insoumise. Ça, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais c'est un livre qui devrait alerter les militants de la France insoumise. Si vous voulez aller un jour au pouvoir, si vous voulez exercer le pouvoir, vous ne pourrez pas y arriver avec ça. Vous ne pourrez pas y arriver avec Mélenchon. Aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Il y a trop de choses. C'est aussi aux militants de comprendre que quand on dénonce des scandales factuels, renseignés et prouvés, hein, pas des attaques en l'air, quand on dénonce des scandales sur votre parti, sur vos candidats, sur vos représentants, à partir du moment où ces scandales sont avérés, c'est à vous d'exclure ces gens-là. C'est pas parce qu'on tape sur vous que c'est forcément néfaste. Que quand je relève certains scandales sur des personnalités politiques, ce qui est grave, c'est pas que je le relève. C'est pas une croisade médiatique pour me faire la peau de tel ou tel candidat, pas du tout. C'est juste parce que quand ces faits-là sont reconnus, sont factuels, c'est à vous de faire le boulot. Vous pouvez pas être représenté par des escrocs, par des délinquants. Figaro avec Sébastien Ligné, le chef du service politique de Valeurs Actuelles, Sébastien Delogu, désavoué par son propre parti.
L'élu de Marseille s'est exprimé de façon personnelle en Algérie. Il n'engage pas le mouvement. Voilà ce que dit LFI sur les réseaux sociaux. Hier, lors d'un voyage à Alger, le député insoumis a fait la louange du régime d'Alger à la télévision locale, et ce à la veille du verdict au procès en appel de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison. Écoutez donc Monsieur Delogu à la télé algérienne. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie comme faisant partie du peuple, en étant maintenant représentant du peuple. Oui. J'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Voilà, et ça s'appelle un peu paf le chien, là, parce qu'il s'est fait un peu désavouer, enfin un peu complètement désavoué par LFI. C'est-à-dire que se rendre en Algérie, alors que vous avez parlé de Boualem Sansal, et au même moment, vous avez un journaliste français qui est incarcéré en Algérie pour une procédure fantoche. Vous vous rendez compte que on est sur une provocation. Et honnêtement, pour que la France insoumise s'excuse, il faut vraiment dépasser les bornes. C'est arrivé très peu de fois ces dernières années. La dernière fois en date, c'était lors des fameuses caricatures antisémites contre Cyril Hanouna, où du bout des lèvres, la direction de la France insoumise avait dit oui, alors finalement, pardon, on n'avait pas vu, on s'est trompé, mais Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, avait dit non, c'était absolument pas antisémite. Non, mais là-dessus, je fais une petite parenthèse, revisionner, je crois qu'on a quelque part le replay, notamment sur le site d'Europe 1 et sur celui de CNews, le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Manuel Bompard, où on essaye avec Mathieu Bock-Côté et Stéphane Dupont de lui arracher le fait qu'on part dans des trucs délirants d'intelligence artificielle ou non, mais machin, c'est... pour juste reconnaître ça vaut son pesant de cacahuètes, on a passé un quart d'heure là-dessus. Oui, pardon. Et donc je referme ma parenthèse. Et vous vouliez dire que Monsieur Delogu... Mais que Monsieur Delogu, il est un petit... En fait, la France insoumise est très gênée par l'arrestation du journaliste Christophe Glaise, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un journaliste... plutôt de gauche, qui a animé des tables rondes décoloniales. Et donc finalement, ils se sentent obligés, ce qu'ils n'avaient pas fait pour Boualem Sansal. Je vous rappelle que Sandrine Rousseau avait dit que Boualem Sansal n'était pas un ange. Donc comprenez, finalement, il avait un petit peu cherché. Là, en l'occurrence, c'est un journaliste de chez eux, entre guillemets, donc ils se disent, bon, il faut le soutenir. Mais le soutenir, ça veut dire aller contre le régime algérien, ce qu'ils n'ont jamais fait, notamment par pure politique politicienne et par envie d'attirer vers eux un électorat algérien et de la communauté algérienne en France. Donc ils se sentent un petit peu obligés par l'arrestation de ce journaliste et donc c'est très maladroit. Gilles Boutin du Figaro. Jean-Luc Mélenchon n'a pas beaucoup de personnes autour de lui qui tiennent véritablement la route, et ils auraient dû empêcher Sébastien Delogu d'aller en Algérie, surtout dans ce contexte, et en sachant qu'il y a toujours des prises de parole médiatiques qui sont faites sur place. Et je pense que Sébastien Delogu... On en conclut que M. Delogu ne conduit plus M. Mélenchon, non? C'est ça, ça a été son occupation. Ça a été son chauffeur, oui. C'est ce qu'on lit dans La Meute, notamment. Ça a été son chauffeur. Ça a été son chauffeur, oui. Et ça montre aussi que Jean-Luc Mélenchon a une très mauvaise influence sur ses lieutenants, puisque... ils se sentent autorisés, voire encouragés à manier cette dialectique toujours clientéliste, mais sauf que nous ne sommes pas dans un débat compartimenté, et donc les paroles se dispersent. En allant parfois plus loin que Jean-Luc Mélenchon, on a parfois l'impression que les élèves ont surpassé le maître. Quand on entend Delogu, quand on entend Rima Hassan, on se dit la génération qui arrive va peut-être être encore pire que Jean-Luc Mélenchon. Et c'est beaucoup ça, parce que déjà que Jean-Luc Mélenchon nous a beaucoup impressionné à certains moments. Je repense notamment d'ailleurs à la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit « Vous verrez, à l'occasion des élections présidentielles, il se passera quelque chose, il y aura un attentat, c'est cousu de fil blanc. » Enfin, vous avez quand même un patron de parti qui a posé les bases assez haut. Donc pour quelles raisons les gens qui le suivent se retiendraient-ils de faire même autant en termes de radicalité, voire essayer de le dépasser? Ils y sont encouragés en permanence. Donc Jean-Luc Mélenchon crée des petits monstres, les monstres le dépassent, sauf qu'ils n'ont pas l'ampleur ni l'aplomb d'un Jean-Luc Mélenchon. Donc, tout ça est assez ridicule et montre les limites d'un parti qui n'est pas très structuré. Et depuis quand un député français embrasse un drapeau étranger? Mais depuis Delogu. Non, mais quel qu'il soit. Imaginez la polémique, c'est un député du Rassemblement national avait embrassé un drapeau de la Russie. Ça génère là, c'était le journal de téléphone. C'est presque une banalisation, puisque c'est le monsieur du drapeau palestinien également à l'Assemblée nationale. Donc on en devient quelque peu habitué, donc on ne relève même plus ces outrances.